Messieurs et dames, bienvenue à ce nouveau numéro de Passage Oblige. Nous vous obligeons aujourd'hui, très chers téléspectateurs, à parler élections qui seront organisées d'ici le mois de décembre, l'an 2023, donc cette année, bien sûr. Voilà la pertinence, bien sûr, de ce sujet. Et pertinence l'oblige également, nous avons choisi de parler de ces élections avec quelqu'un de nôtre, bien sûr, quelqu'un de bien, quelqu'un que vous avez suivi, que vous avez également regardé au travers de vos petits écrans. Il s'agit de Phili Ntumba Sabanga, qui est journaliste, mais aussi criminologue ou chercheur en question de criminologie. Il est déjà avec nous sur ce plateau et avec lui, nous allons devoir parler des élections 2023. Alors, Monsieur Phili Ntumba Sabanga, bienvenue dans cette émission. Merci Cédric, merci à tous ceux qui vont apporter leur attention. Vous êtes bien? Oui, ça va. Ça fait un bon bout de temps. Oui, on est là et des sollicitations par-ci par-là font à ce qu'on disparaisse. Un peu disparaissant dans les médias. Justement, c'est comme je le disais, avec beaucoup de sollicitations par-ci par-là. Et comme tu l'as si bien dit, avec deux casquettes, tantôt journaliste, tantôt chercheur en criminologie. On a parfois certaines choses que l'on fait, il faut lire, il faut écrire, et ça nous prend beaucoup de temps, surtout que la situation que nous traversons au pays nous oblige à conceptualiser certaines choses et peut-être les prévenir, parce que nous sommes aussi appelés à ça. Alors, les sujets vous plaît? C'est très intéressant, c'est aussi important qu'on en parle, parce que la situation que nous traversons, tu l'as dit, nous y oblige. Il faut qu'on parle des élections parce que à un certain moment on pensait c'était un mythe, mais là on est en train d'atteindre les étapes déterminantes de ces processus et donc il faut qu'on entre dans la réalité des choses. Exactement. Des élections bien sûr. Vous avez participé à différentes élections, notamment celles de 2006, 2011, 2018 et bientôt 2023. Est-ce que vous avez un état des lieux à faire? Il m'a manqué de peu pour que je participe aux élections de Mobutu du Impère. Mais j'étais là. Tout le monde est en train de faire un peu des calculs sur votre âge. Oui, justement, c'est bien, c'est aussi ça. Alors, j'étais là quand nous organisions ces élections de 2006. Et c'était la toute première expérience, c'était très intéressant, voir des belligérants, ceux qui venaient de la rébellion, après cette concertation de Sun City, après la constitution que nous avons, bien que révisée en 2011. Le référendum de 2006. Oui, donc c'était la toute première expérience à laquelle ma génération a assisté. Et donc je trouve que petit à petit, on commençait à prendre debout. Nous avons organisé des élections en 2006, en 2011, nous sommes revenus. On reviendrait en 2016, nul n'était ces petits problèmes, la prolongation. Nous sommes allés en 2018 et aujourd'hui, on projette d'organiser les élections en 2020. Et actuellement, la situation que nous traversons, elle n'est pas inédite. C'est des situations que nous avons déjà eu à traverser, que nous traversons d'ailleurs à chaque élection, dans chaque processus. Il y a toujours deux voix qui s'élèvent pour décrier soit la tricherie, soit l'opacité du processus. Ça, il y a des mots, hein? On est habitué, Nanga nous est venu avec ces machines à voter, qui n'a pas crié, et même ceux qui sont au pouvoir actuellement ont crié sur ces machines, et nous avons traversé cette situation. Il n'y a pas eu fin du monde, il n'y a pas eu fin du monde, il n'y a pas eu cyclisme, mais nous sommes là. Aujourd'hui, nous allons organiser les élections. Nous sommes déjà dans une année électorale. Les voix s'élèvent déjà. On parle de l'opacité du processus. On dénonce beaucoup de choses, surtout avec l'expansion des réseaux sociaux. Les choses qui se sont passées en 2006, les choses qui se sont passées en 2011, les choses qui se sont passées en 2018, aujourd'hui les mêmes choses se passent, mais aujourd'hui avec l'appui des réseaux sociaux, on est branché à ce qui se passe aujourd'hui. On peut voir
le processus d'enrôlement à Kamako, du côté Kassai. On peut voir des choses qui se passent à Kipi, alors qu'on est à Lubumbashi. Donc, les réseaux sociaux ont facilité beaucoup de choses, mais en même temps compliquent beaucoup de choses. Parce que quand l'on voit, par exemple, un convoi qui va avec des fiches d'enrôlement, ainsi de suite, on se dit où ça va et qui amène ça, et pour quel but. Voilà. On se pose ce genre de questions et du coup, ça jette un certain discrédit sur le processus. Mais on sait aussi qu'il y a des choses qui se sont passées comme ça dans l'intérieur, comme quand vous allez à Malemba, il y a des gens où on allait enrôler de maison en maison. Si vous êtes 11, même un enfant de 2 ans, on pouvait l'enrôler, il suffisait qu'il donne son nom, on pouvait l'enrôler. Ce sont des choses qui se sont passées, mais heureusement ou malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas des réseaux sociaux et on ne pouvait pas voir facilement ce genre de choses. Et aujourd'hui, on voit tout. On peut facilement filmer à l'aide de son téléphone portable et mettre sur les réseaux sociaux. On est branché sur ce qui se passe. Et moi, je pense plutôt que nous aurons des élections un peu plus contrôlées que tous les autres processus. Parce que cette fois-ci, même si nous n'avons pas d'observateurs dans chaque bureau de vote, mais il y a toujours risque que des opérations mafieuses soient balancées sur les réseaux sociaux. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut intentionnellement ou non intentionnellement filmer et se retrouver après avec des images compromettantes sur le processus et les diffuser. Donc je pense que nous aurons des élections qui peuvent nous apporter plus de preuves possibles s'il y a des contradictions. Mais il y a aussi le fait que le gouvernement Tshisekedi, par exemple, ils viennent de l'opposition. Et ça, c'est la plus grande exception de ces processus. Nous avons vu Joseph Kabila organiser les élections de 2006 parce qu'il était déjà au pouvoir. Depuis 2001 d'ailleurs. Depuis 2001, il a remplacé son père au pouvoir après son assassinat. Donc il était déjà au pouvoir, même si c'était aussi une formule inédite de 1 plus 4. Mais Joseph Kabila était déjà président de la République. Il a organisé les élections de 2006. Il a organisé les élections de 2011. Il a également organisé les élections de 2018. Mais aussi, en 2018, il y a eu une situation qui a fait que ce soit quelqu'un de l'opposition qui prend le pouvoir. Il y a eu des enjeux majeurs qui ont poussé Joseph Kabila à cette décision. En 2016, avant 2016, ça veut dire en 2015, ses alliés se sont rebellés. C'est le terme. Ce n'est pas dans son sens péjoratif, mais ils se sont divisés. Je parle ici de Pierre Lumbi, de Moïse Katumbi et de tous ceux-là qui soutenaient Joseph Kabila, qui, voyant le bateau en train de chavirer, se sont vite jetés dans des canaux de sauvetage et se sont retrouvés de l'autre côté de la rive. Et cette situation-là, y compris la pression extérieure, ça veut dire la communauté internationale, particulièrement l'Union européenne et les États-Unis, l'Occident, Joseph Kabila s'est senti coincé dans son dernier retranchement. Déjà au niveau du pays, la plupart de ses collaborateurs étaient sous sanction de la communauté internationale, de l'Union européenne et des États-Unis. Et au-delà de ça, Joseph Kabila commençait à comprendre que la plupart des personnes qui chantaient la fidélité étaient ceux-là qui s'approchaient vers lui parce qu'il avait le pouvoir, parce qu'il pouvait aussi avoir le pouvoir, partager le pouvoir avec Joseph Kabila. Mais à un certain moment, il s'est dit qu'il n'avait pas plus de 10 personnes de confiance autour de lui. Même s'il y avait des centaines ou des milliers qui criaient Raïssi, Oumela, changer l'homme congolais. Et finalement, Joseph Kabila avait raison parce qu'aujourd'hui, les mêmes personnes qui criaient Oumela, ils crient Fachi Beton. Crient Fachi Beton et crient déjà à la victoire du deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Donc Joseph Kabila avait raison de dire qu'il n'y avait pas plus de 10 personnes de confiance autour de lui. Et se tombant dans cette situation, moi, je pense que Joseph Kabila est celui qui a projeté sa situation après le pouvoir. Je rappelle ici, je ne vous coupe pas la parole, vous êtes l'un des rares analystes politiques à avoir annoncé, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le véritable dauphin de Joseph Kabila. Alors j'avais réussi, heureusement, j'avais réussi à réunir un certain nombre de puzzles qui m'ont poussé à cette conclusion. Regardez. Joseph Kabila est avec Moïse Katumbi, qui étaient les plus populaires, les plus vus en cette période-là. Moïse Katumbi étant empêché, ne pouvant pas postuler. Avec beaucoup de procès. Voilà, avec beaucoup de procès.
était derrière quelqu'un qui était devenu subitement populaire. On parle ici de Martin Fayulu. Martin Fayulu, voyant ses positions, Joseph Kabila s'est dit, je ne vois pas Fayulu, je vois Katumbi derrière Fayulu. Et sachant que Katumbi ne pouvait pas supporter la présence au pays de Joseph Kabila s'il perdait le pouvoir au profit de Moïse Katumbi, il s'est dit, je ne serai pas en sécurité, je ne vivrai pas paisiblement si je perds le pouvoir et que Katumbi vient au pouvoir. Il regarde autour de lui, il s'est dit, même ceux-là qui se disent fidèles, si l'un d'eux prend le pouvoir, il se dira, ça va être difficile d'avoir le pouvoir et d'avoir quelqu'un de plus fort que soi au pays. Parce que si l'un de cadres ou des caciques de Joseph Kabila du PPRD à l'époque prenait le pouvoir, que ce soit Obey Minaku, que ce soit Bochab, que ce soit qui que ce soit, allait avoir le pouvoir en tant que président de la République, mais au-dessus de lui, il y aurait un Joseph Kabila qui est à la tête du FCC et ça pèserait. Qui peut vouloir être président et être sous les ordres de quelqu'un d'autre? Voilà. Alors Joseph Kabila avait réfléchi en ce sens. Il s'est dit, ça ne va pas être possible que je vive en paix. La plupart de ceux avec qui je suis aujourd'hui, prenant le pouvoir, voudront se débarrasser de moi. Alors c'est comme ça qu'il va choisir un dauphin sacrifié d'office. C'était Shadari. Shadari Emmanuel. Parce que j'ai entendu personnellement certains de ces caciques se dire surpris et déçus du choix de tout le monde ne pouvait qu'être déçu, voilà. Alors, quand on regarde... Un choix de dernière minute d'ailleurs. Quand on regarde tous ceux qui étaient candidats en cette période-là et voir le rétropédalage de Félix Tshisekedi, disant que c'est la base qui m'a obligé de postuler, je me suis tout de suite dit qu'ici, il y a un problème. C'est lui qui avait déjà cédé à Fayulu. Quand il revient comme ça, ce qu'il a des garanties. Alors c'est comme ça. En plus, quand au départ, il dit qu'avec la machine à voter, on n'ira pas aux élections et il rétropédale, il dit avec ou sans machine à voter, on va aller au pouvoir. Je me suis dit, celui-ci, il a de garanties. C'est comme ça que j'avais déjà annoncé la victoire de Félix Tshisekedi. Et aussi, il y a un signe très annonciateur. La présence à côté de lui de Vital Kamerhe, par exemple. Voilà. Vital Kamerhe qui était, pour dire, c'est lui qui avait tout préparé, au fait, pour que ça soit Félix Tshisekedi, parce qu'on connaît ses capacités de facilitateur. Et, on connaît ses capacités aussi, ça il faut les lui accorder. C'est comme ça qu'on a cru. Mais l'exception que nous soulevons aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est lui qui est au pouvoir vient de l'opposition. Il vient de l'opposition, ça veut dire qu'il a quand même réussi, lui et son régime, à se faire un peu de moyens, ou peut-être beaucoup de moyens, pour la campagne électorale. Et ceux qui sont à l'opposition actuellement viennent du pouvoir. Ça veut dire qu'ils ont aussi gardé un certain nombre de moyens. En fait, ils ont gardé quand même quelques moyens pour affronter les élections. C'est comme ça que j'ai dit que nous aurons les élections non seulement les plus tendues, mais aussi les plus équilibrées. Parce que les opportunités sont presque égales. Voilà, égales à tous parce qu'ils viennent du pouvoir et ils ont quand même toujours une certaine voix au chapitre et ils peuvent influencer. Et non seulement que les chances sont égales, mais aussi cet avantage des réseaux sociaux qui peuvent permettre à ce que nous ayons une idée de ce qui se passe dans tous les bureaux de vote. Mais il y a un point qui peut aller dans le sens d'enlever quelques points, d'ailleurs, de Félix-Antoine Tshisekedi. Des promesses non accomplies en RDC. Pensez-vous que ça va peser sur les élections de 2023? Je ne sais pas si je peux parler clairement des élections en Afrique. S'il faut que l'on parle clairement des élections en Afrique, je ne vois pas en Afrique, dans son mandat, un président qui peut organiser les élections pour les perdre. C'est quasi impossible. Il est vrai que les chances pour Félix Tshisekedi sont amoindries par les promesses non tenues. Mais il faut aussi dire ici que Félix Tshisekedi est à la tête ou est dans un parti qui a la plus de masse. Je parle ici d'un parti anthropologique, où il y a un enfant qui naît, qui grandit, qui se dit déjà de l'UDPS sans savoir comment ni pourquoi, mais seulement parce qu'il appartient dans une certaine société ethnique ou régionale, il s'est dit directement appartenir à l'UDPS. Donc, il y a de ces avantages-là que l'UDPS ou que Tshisekedi a
que les opposants n'ont pas. Quand je parle des opposants, je peux voir Katumbi, je peux voir Matata, je peux voir Fayoulou, qui sont dans des pouvoirs, dans des partis qui ont été créés au pouvoir, par le pouvoir et surtout pour le pouvoir. Des partis cadres. Voilà. Et ces partis-là n'ont que des cadres. Les gens qui cherchent des postes. Et je ne vois pas ces gens-là être en même temps candidats et être en même temps électeurs. Et il y a quand même des chances pour la plupart des candidats, c'est vrai. Mais Félix Tshisekedi, je l'ai dit ici sans parti pris, reste un peu favori. Non seulement par rapport à son appartenance à l'UDPS, d'ailleurs je sens qu'il va postuler en tant qu'indépendant, non seulement par rapport à son appartenance à l'UDPS, mais aussi par le fait qu'il est celui qui organise les élections. C'est vrai que même avec la bonne intention du monde, on ne peut pas organiser les élections sans peser sur quelque part pour que les choses nous soient favorables. Et donc, Félix Tshisekedi reste quand même favori, mais il a quand même en face de lui des gens qui peuvent peser d'une manière ou qui ont des arguments par rapport aux promesses non tenues. Mais les promesses non tenues ne sont pas seulement à Tshisekedi. Quand nous quittions de 2006 à 2011, nous partions des 5 chantiers vers la révolution de la modernité. Alors que nous avions encore des dettes des 5 chantiers. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas. Qui n'ont jamais été réalisés parce qu'il n'y a pas de stades construits dans. Voilà, il n'y a pas de stades, il n'y a pas d'hôpitaux construits, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'emplois créés. Et tout. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Donc, tout le monde a des cadavres qui traînent derrière lui. Voilà. Et même ceux qui sont candidats aujourd'hui ont toujours des cadavres parce que dans cette province, je parle ici du Katanga en général, nous avons connu Moïse Katumbi comme gouverneur. Il a aussi des choses. 8 ans, je pense. C'est vrai qu'il y a des choses. Il y a des choses qu'il a faites, mais il y a aussi des choses qu'on lui reproche jusqu'aujourd'hui. Donc, chacun traîne ses cadavres derrière lui. Et Félix Tshisekedi comme candidat, s'il est candidat, je pense qu'il est toujours favori. Est-ce que vous avez la conviction qu'il y aura élection dans ce pays en 2023? Une conviction? Oui, la conviction, je l'ai. Et elle est d'ailleurs plus forte. Elle est plus forte parce que Félix Tshisekedi sait qu'en face de lui, il y a plus fort. Pas en termes de popularité, mais en termes de tireurs de ficelles, en termes de faiseurs d'opinion. Comme je le disais, la situation est inédite. Il vient de l'opposition. Et aujourd'hui, il a comme opposants ceux qui étaient au pouvoir. Ça veut dire qu'ils ont encore où ils peuvent tirer, où ils peuvent pincer. D'ailleurs, ils l'ont fait dans son quinquennat pendant les 2 premières années. Notamment dans l'armée, dans la police, et même dans l'opinion politique en général. Vous voyez? Alors, il va chercher à avoir le plus de légitimité possible. Parce que s'il n'y a pas élection, Félix Tshisekedi, même ceux-là qui le poussent à la transition auront des arguments de son illégitimité. Ça veut dire si aujourd'hui, ceux qui sont candidats ou ceux qui décrient l'opacité des élections disent non, nous devons aller dans une transition. Et si on va dans cette transition et que Tshisekedi est président de la République sans passer par les élections, on va appuyer sur ces boutons-là. On va dire, mais comment il est président? Lui, en tant que légaliste, il est, en tant que, il est démocrate, ainsi de suite. Donc, ils auront un argument de plus. C'est pour ça que je dis, Félix Tshisekedi a plus d'intérêt d'organiser les élections que tous les opposants. Et plus c'est lui qui finance les élections. Et donc, il va y aller pour garder sa légitimité au pouvoir. Pour garder sa légitimité au pouvoir, Félix Tshisekedi doit nécessairement organiser des élections dans le délai, ça veut dire en 2023, au mois de décembre. La date est déjà même fixée le 20, avec beaucoup de précision. Kadima, le président de la CENI, l'a dit. Il a même demandé aux uns et aux autres de ne pas les juger par rapport à son nom, par rapport à son ethnie d'appartenance. Est-ce que vous sentez en lui quelqu'un qui croit déjà qu'il ne sera jamais accepté dans ce pays? Je ne connais pas un seul président de la CENI qui a été accepté dans ce pays. Même c'est lui qui avait organisé, pour moi, les meilleures élections. Malumalu n'avait pas été accepté. Et donc, je pense qu'il ne sera pas accepté. Non seulement parce qu'il porte le nom de Kadima, comme il le décrit, mais surtout et aussi parce qu'il avait été soutenu par le parti au pouvoir.
regardez, il y en a qui ont soutenu les autres candidats à la présidence de la CENI. Il y a l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, que l'on accusait d'être derrière Moïse Katumbi, qui avait leur candidat, et leur candidat n'est pas passé, c'est Kadima qui est passé, et ça va être difficile qu'on accepte Kadima qui est passé au détriment du candidat du FCC et de plutôt de l'ECC et de l'Église catholique. Et de la Sengo. Regardez ici qu'en termes d'opinion religieuse, c'est l'Église catholique et l'ECC qui ont la majorité. Et donc, la majorité de ceux-là qui décident sur les chefs de l'Église sont contre Kadima et ça ne va pas être facile pour lui. Et comment vous jugez les revendications du bloc des opposants, les 4, Fayulu, Matata, Sesanga et Katumbi, par rapport notamment à la CENI? Il y en a même qui demandent à Kadima de démissionner, alors qu'on est déjà à cette étape du processus électoral. Il parle de la vie chère, mais aussi de l'insécurité qui est grandissante dans le pays. Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison de faire ce genre? J'ai suivi le compte-rendu de la rencontre Kadima et les 4 ténors de l'opposition. Je parle ici de Katumbi qui était représenté, je parle de Deli Sesanga, de Martin Fayulu et de Matata Ponyo. Moi, je trouvais plutôt leurs 2 principales revendications fondées. Alors, c'était qu'il fallait afficher bureau par bureau les électeurs. C'est très fondé. D'ailleurs, le président de la CENI était d'accord avec eux. Au moins là, on allait savoir qui s'est enrôlé où. Voilà. Il a quel statut pour être enrôlé. Et l'autre revendication, c'était qu'on fasse appel à un bureau indépendant pour auditer le fichier électoral. C'est aussi fondé. Mais à ce niveau-là, moi j'ai un petit souci. Personnellement, j'ai un petit souci sur la faisabilité. Il est vrai que l'audit indépendant est important. Pas pour la majorité, pas pour la CENI, mais pour l'opposition. C'est pour les mettre en confiance. Ce qui est vrai, c'est que nous devons aller aux élections en se basant sur la confiance. Mais est-ce que ce sera possible, ce sera facile, ce sera pratique aujourd'hui de faire appel à un bureau indépendant pour auditer le fichier électoral? Fayulu a dit oui. A dit on peut continuer avec les autres étapes du processus. En même temps, on est en train d'auditer le fichier électoral. Mais quand je l'entendais, je me disais, est-ce qu'il réfléchit? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Parce que si on doit continuer avec les autres étapes, c'est que on accepte la loi électorale. Ça veut dire qu'il dit accepter la loi électorale, on accepte aussi la loi sur la répartition des sièges. Or, la répartition des sièges a été faite sur base du nombre des électeurs retenus. Et si l'audit qui vient trouver que le nombre a été gonflé, par exemple, qu'est-ce que l'on va faire de la répartition des sièges? Et ce sont des questions que l'on doit se poser. Je me dis, peut-être qu'il voulait, il ne comprenait pas tout de suite, peut-être qu'il a compris plus tard ce qu'il disait. Et au-delà de ça, je me dis, si aujourd'hui on doit faire appel à un bureau indépendant, la CENI peut proposer que ce soit les 4 ténors de l'opposition qui convoquent ces bureaux ou qui proposent ces bureaux. Mais la CENI va, cette fois-là, poser le problème de financement de ce bureau-là. Est-ce que les opposants seront capables vont accepter de financer cet audit? Là, la question reste pendante. Donc, je me dis... Est-ce que le pouvoir aussi pourra accepter qu'un tel bureau, par exemple, vienne le faire? Ça aussi. Le pouvoir, je ne pense pas... Il peut ne pas accepter, mais la balle est dans le camp de la CENI. La CENI, voilà. Elle se doit indépendante, en fait. Alors, c'est comme ça que je trouve que même si le pouvoir est d'accord, mais est-ce que c'est faisable dans le délai? Nous sommes déjà au mois de juillet. Et nous sommes en train de finir la première quinzaine du mois de juillet. Est-ce que nous avons suffisamment de temps? Parce qu'en même temps, il y a déjà dépôt des candidatures pour la législative. Donc moi, je pense que ça va être compliqué, mais c'est quand même fondé, ces revendications. Je me disais qu'on peut facilement répondre à la première, celle d'afficher les électeurs. Et quant à la seconde, essayer de voir. Parce que je me rappelle que Kadima avait déjà fait appel à ses opposants de venir eux-mêmes
de voir comment ça s'est fait, le traitement de ces fichiers, pour voir ou pour donner leurs orientations, leurs propositions. Pendant que c'était possible, ils ne sont pas venus. Et là, je pense que ça pose problème. Un autre problème des opposants, c'est que dans tous les pays d'Afrique, on a toujours ces genres de préalables. En fait, c'est une façon de mettre la pression sur l'organisateur des élections. Je parle ici de la CENI. Parce qu'on sait qu'en Afrique, la tricherie, elle est mise en avant quand on organise les élections. Alors, ce que l'opposition peut faire, c'est mettre la pression. On peut même faire des revendications non fondées pour qu'on accède au moins à un minimum de réalisations qui peuvent mettre en confiance l'opposition. Moi, je pense que c'est là qu'on est en train d'avancer. Mais je pense qu'au sortir de cette entrevue avec le bureau de la CENI, c'est comme si les violons s'étaient accordés parce que ils étaient d'un air relaxé et puis tout à fait affichant bonne mine. Voilà, c'est là que je loue l'initiative de Denis Kadima. Cette rencontre était très très importante et je loue aussi l'attitude de ces 4 ténors de l'opposition. Avoir répondu à cette invitation, c'est la grandeur en fait. C'est la grandeur et ça montre aussi au-delà de nos différentes positions, on peut à un certain moment s'entendre et avancer le bateau ensemble. Est-ce que vous pensez à la candidature unique de l'opposition? Non. Qui va céder à qui? Non. Mais seulement je sais que parmi les 4, il y en a qui savent pertinemment bien que même candidat, ils ne peuvent pas passer. Voilà. Je prends l'exemple de Délice Sanga. Il sait qu'il ne peut jamais être voté président de la République. Il n'a pas une base assez grande. Voilà. Fayoulou sait que tant que Katumbi est là, lui ne vaut pas grand-chose. Vous voyez? Et donc, le seul candidat dans ces 4 qui peut peser, qui peut vraiment faire face à Tshisekedi, c'est Katumbi. Je laisse encore à Matata Ponyo le bénéfice de doute. C'est un ancien Premier ministre. Oui, il a eu ses mérites en tant que Premier ministre, mais depuis un certain moment, il y a des choses qui le poursuivent, notamment la situation de Bokanga Lonzo que l'on est en train de chanter. Je pense que ça pèse fort sur lui. Et je pense même que c'est ce qui fait de lui un candidat. C'est la situation de Bokanga Lonzo qui fait de Matata Ponyo un candidat aujourd'hui. Parce qu'en fait, je connais les jeux des Congolais. Il s'est dit, si on va soulever cette situation, je voudrais faire comprendre à l'opinion que c'est... On me poursuit parce que je me suis déclaré candidat. Voilà. Et donc, il faudrait que ça paraisse comme ça. Et c'est même ce qui fait de lui un candidat aujourd'hui. Voilà, vous êtes en train de suivre votre passage oblige de ce jour. Nous parlons élections, très chers téléspectateurs, les climats politiques qui environnent, bien sûr, ou qui précèdent ces élections de 2023. Il y a notamment les arrestations. Il y a Franck Diongo qui a été arrêté, il y a Mike Mukebai qui a été arrêté, il y a même le conseiller de Moïse Katumbi, Salomon Idi Kalonda, qui sont à l'heure actuelle en prison. Est-ce que vous pensez que c'est une situation qui va rendre les élections encore plus crédibles? Non. Je pense que cette situation ne crédibilise pas les élections. Mais seulement je me demande si, parce qu'on est opposant, on doit nous laisser faire tout ce que l'on veut. Je me pose la même question. Ah oui. Mais seulement regardez. Quand Félix Tshisekedi était à l'opposition et Joseph Kabila au pouvoir, il y a eu ce genre d'arrestation. On a arrêté le même Franck Diongo, que l'on peut appeler aujourd'hui récidiviste. On a appelé Mouyambo, on a arrêté Mouyambo, on a arrêté beaucoup de gens parce qu'ils ont dit des choses, parce qu'ils ont fait des choses, mais ils les ont dit, ils les ont fait dans leur statut d'opposant. Vous voyez? Et on a crié à la dictature. On a crié au musellement de la classe politique. Aujourd'hui, on revient sur les mêmes choses. Alors, je me demande si Félix Tshisekedi, qui était à l'opposition à l'époque où Joseph Kabila arrêtait. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de la justice, mais en Afrique, quand on arrête,
c'est le pouvoir qui arrête. Alors, je me demande si la conscience de Félix Tshisekedi est tranquille par rapport à ces arrestations. Mais je l'ai quand même entendu répondre à ces genres de questions. Avec Tina Salama, dernièrement. Voilà. Il a dit qu'on peut être animé de toutes les bonnes foi possibles, on peut être les plus démocrates possibles. Mais est-ce pour autant que l'on doit laisser les gens piétiner par exemple, le cas de Mike Mukebaye. Voilà. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit laisser les gens faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi parce qu'on doit prôner la démocratie. Et donc, c'est comme ça que je me dis que c'est difficile, cette situation, de comprendre. Et peut-être que ceux qui sont à l'opposition maintenant commencent à comprendre que ce que Félix Tshisekedi criait sur Joseph Kabila, c'est peut-être parce qu'il était loin des réalités. Maintenant qu'il voit les choses en face, il comprend qu'il y a certaines choses que l'on ne peut pas laisser passer. Il y a certaines choses que l'on ne peut pas laisser passer. Joseph Kabila avait aussi essuyé beaucoup d'injures, il avait essuyé beaucoup d'insultes, beaucoup de critiques. Et finalement, aujourd'hui, il s'est dit, comme je ne me justifiais pas, aujourd'hui, les événements me justifient. Aujourd'hui, les gens comprennent pourquoi j'ai arrêté les gens. Voilà. Donc, je pense que ça ne crédibilise peut-être pas les élections, mais je ne pense pas que ça justifie le fait qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui est bon à faire alors dans les cas présents? Respecter les textes légaux. Si vous enfreignez la loi, et si la loi dit que c'est lui qui pose un tel acte, doit aller en prison, qu'il aille en prison. Est-ce qu'on peut exploiter votre casquette de criminologue par rapport, par exemple, au cas Salomon Idi? Non. En fait, s'il faut exploiter ma casquette de criminologue, il va se poser un problème. Parce que le droit, il est normatif. La normalité du droit veut que celui qui fait ça subisse ça. Vous voyez? Sans tenir compte de sa position, sans tenir compte de son statut, ainsi de suite. Ça, c'est le droit. Ça, c'est la loi. Quand on dit, tu as fait ça, tu mérites la prison, tu vas en prison. Ça, c'est le droit. Mais nous, en criminologie, nous avons une autre compréhension des choses. On ne peut pas subir le même traitement parce que nous ne sommes pas dans les mêmes situations des commissions des actes. Voilà, vous voyez? C'est comme ça que mon statut, mon chapeau de criminologue va compliquer les choses. Quand on est criminologue, on comprend mieux que quand on est juriste. Donc, en tant que criminologue, il y a une sanction pour chaque catégorie, non seulement d'actes, mais aussi et surtout pour chaque catégorie des personnes. Celui qui vole, par exemple, parce qu'il a faim, ne peut pas être puni de la même manière que celui qui vole parce qu'il veut gaspiller. Vous voyez? Il ne peut pas être sanctionné de la même manière. Mais en droit, c'est vrai qu'il y a des circonstances aggravantes ou atténuantes en droit, mais on dit le vol simple, c'est de telle année à telle année de servitude pénale. On ne dit pas que tu sois pasteur, que tu sois élève, que tu sois enseignant, que tu sois... Donc, on dit, tout citoyen qui fait ça mérite ça. C'est la sanction prévue. Est-ce que le moment est mal choisi? Un peu, oui, le moment est mal choisi pour ces arrestations, mais aussi le moment est mal choisi pour ceux qui commettent ces actes. Parce qu'ils savent pertinemment bien qu'en faisant ça, si l'on est arrêté, on va exploiter ça. C'est comme ça qu'ils font certaines déclarations où ils posent certains actes, sachant qu'en leur statut ou en leur qualité de politique, si on les arrête, ils vont dire crier à la dictature, au musellement de l'opposition. Voilà. Je pense qu'ils exploitent aussi ça. C'est comme ça qu'à un certain moment, le pouvoir se trouve obligé de mettre certaines personnes en prison. Et puis, quand le pouvoir passe, on les libère. Et puis, justement, et on revient à la case de départ. À la case de départ. C'est ça qui fait mal, n'est-ce pas, la population. Alors, il y a aussi l'insécurité. J'ai fait un petit comptage ou une petite rétrospection pour me rendre compte qu'en 2016, il y a eu le cas Kamuna Sapou au Kasaï, dans l'espace Grand Kasaï. En 2017, il y a eu le phénomène Bundu Dia Congo. C'était presque dans les... Non seulement Bundu Dia Congo, mais il y avait aussi le phénomène Katakatanga. Voilà, exactement. Il y a également l'assassinat de Rossi Mukendi, c'était en 2018. C'était vraiment l'année électorale. Aujourd'hui, on a Kwamut dans les Maïndombe.
Est-ce que En c'est vraiment... 2011, en plus, on avait aussi connu la situation de Katakatanga. Moi, je sais Mhm. qu'il y a même il y a même certains bureaux de vote ou centres de vote qui ont été attaqués en Ah, 2011. exactement, voilà. Oui, je sais, notamment Est-ce que c'est là où lié j'ai vu vraiment les aux bulletins. élections? À la fois, oui. À la fois, oui. En fait, ce n'est peut-être pas directement lié aux élections, mais c'est peut-être lié à la situation des distractions par les élections. Il y a même, il y a même le phénomène kidnapping. Justement. En fait, quand nos regards sont fixés vers les élections, il y a la situation sécuritaire qui est un tout petit peu négligée. Donc, nous devenons un peu plus distraits. Et c'est comme ça que ceux qui sont dans cette activité en profitent. Rappelez-vous qu'en 2017, avant les élections de 2017 en 2018, le phénomène de l'insécurité, surtout les cambriolages nocturnes, avait vraiment battu son plein ici dans le Katanga. On avait même cru qu'on faisait ça pour empêcher les élections. Les élections, voilà. Il y avait même des rumeurs comme quoi il y a des militaires rwandais qui sont entrés, qui font ça, on a importé tel... On a eu la peur, on vivait avec de la peur. Voilà, à un certain moment, on se disait qu'on voulait instaurer la peur, on voulait instaurer le terrorisme pour empêcher les gens à aller aux élections. Et je pense plutôt que cette situation peut être favorisée par la distraction des élections, mais ça peut être aussi orchestré à partir de l'extérieur. En fait, les élections en Afrique sont un enjeu majeur pour l'Occident. Comment ça? Parce que aujourd'hui, la principale ressource pour l'Occident, notamment certains pays comme la France, la Belgique, l'Angleterre, c'est l'Afrique. Et donc, sans l'Afrique, il y a des pays en Europe qui ne peuvent pas survivraient pas. Il y a des pays en Europe qui ne survivraient pas sans l'Afrique. Et on veut qu'en Afrique, il y ait des dirigeants dictés par eux. Ils ne peuvent pas venir ouvertement. Ils peuvent occasionner des situations qui peuvent faire à ce qu'on déteste quelqu'un ou on aime quelqu'un par rapport à la situation traversée. Aujourd'hui, on peut tous vouloir qu'il y ait quelqu'un qui nous sécurise. Et on peut faire en sorte que la population comprenne que Tshisekedi est incapable de nous sécuriser. Le cas de l'Est, voilà. Regardez ça avec plusieurs villages qui sont jusqu'aujourd'hui. Si aujourd'hui on arrive à faire comprendre à l'opinion que Tshisekedi est à mesure de nous sécuriser, ça veut dire qu'on favorise un autre candidat à la place de Tshisekedi. Donc l'Europe peut en jouer comme ça. On peut facilement financer des troupes armées, on peut facilement financer des bandes armées, ou même des bandes criminelles qui peuvent commettre qui peuvent s'adonner à la criminalité urbaine ou même aux actes d'agression pour déstabiliser ou pour faire détester les dirigeants en place. Ça, ce sont des stratégies que peuvent utiliser... Ce sont des stratégies que peuvent utiliser les politiques d'une manière générale, mais aussi les forces extérieures qui ne veulent pas de tel ou tel autre candidat. Voilà, cette émission est en train de se poursuivre. Très chers téléspectateurs, nous sommes presque à la fin. Alors, est-ce qu'on peut se dire qu'il est vraiment opportun et que en décembre, coûte que coûte, nous devons aller aux élections avec une partie de la RDC qui n'a pas participé à l'enrôlement et qui ne participera peut-être pas aux élections? Je vous rappelle qu'en 2018, il y a des élections législatives qui se sont faites après, ce qui se sont passées partout en RDC. Donc, comme je le disais... Eux, ils n'ont pas participé à l'élection présidentielle. Voilà. Alors, c'est comme je vous disais que la situation n'est pas totalement inédite. Mais aller impérativement aux élections, je pense que je peux être pour et contre à la fois. Pourquoi je serais pour? Je serais pour que nous ayons les élections parce que sans élections, comme je le disais, Tshisekedi va tomber dans l'illégitimité. Or, si Tshisekedi est dans l'illégitimité, les opposants auront des arguments. Alors, ils auront des arguments qui peuvent créer ou amplifier l'insécurité au pays. Et ne pas aller aux élections à tout prix, je suis aussi un peu pour parce que les élections n'ont jamais changé les choses ici en RDC. Et même en Afrique d'ailleurs. Et même en Afrique. Ce ne sont pas les élections qui changent les choses. Parce qu'au fait, les élections, non seulement il y a plus de chances que celui qui passe ne soit pas celui qui a été réellement voté, mais aussi le système
mises en place qui nous imposent les situations que nous traversons, notamment la faim, le délestage, ainsi de suite. Ce sont les systèmes. Aujourd'hui, même avec notre président, si le système que nous traversons ne change pas, les choses seront les mêmes. Quand je parle de système, je vois la manière que nous organisons le pouvoir au pays. Aujourd'hui, par exemple, vous allez vous rendre compte que la politique l'a emporté sur tous les plans. Voilà. La politique dicte la loi. La politique pour être change le droit. La politique, il faut dans la politique, la justice, impose la justice. Aujourd'hui, nous avons des provinces qui continuent à vivre dans l'inconstitutionnalité parce que ceux qui sont là comme gouverneurs n'ont plus aucune raison d'être comme gouverneurs. Et puisque la politique l'a dit, les choses sont comme ça. On a restitué la dame de Tanganyika. Voilà. Alors, admettons aujourd'hui que Félix Tshisekedi ait échoué et que nous allions aux élections de décembre et que ça soit lui qui passe président. Ça veut dire que nous avons légitimé d'une manière ou d'une autre, c'est lui qui a échoué. Vous voyez? Et donc, on peut aller aux élections, peut-être pour éviter la formalité. Pour éviter que la situation d'insécurité ne s'amplifie. Mais on peut aussi aller aux élections pour légitimer ceux qui dirigent et qui ne le font pas bien. Et donc, aller aux élections est à la fois important, mais aussi... Alors, quelles sont les conséquences qu'on peut projeter pour les élections de 2023? Est-ce qu'il y aura une baisse du taux de participation? Parce que ceux qui ont participé à toutes les 3 élections sont d'habitude déçus. Est-ce qu'ils iront également aux élections de 2023? Je pense que le Congolais a atteint un certain niveau de maturité, ça je le sais. Le Congolais a atteint un certain niveau de maturité. Il sait qu'il doit, d'une manière ou d'une autre, participer au destin du pays. Alors, il y a cette catégorie-là, des gens qui réfléchissent comme ça, qui devront aller aux élections. Au-delà de ça, il y en a, surtout les anciens mineurs, qui viennent d'accéder à leur majorité, qui veulent aussi goûter à cette expérience, qui iront aux élections. Mais également, il y a aussi ceux qui sont déçus, qui se disent ma voix ne changera rien. Voilà. Il y en a qui ont compris que la voix que l'on met, le vote, le bulletin que l'on met dans l'urne ne change pas vraiment les choses. Il y en a qui vont rester. Mais en même temps, ce qui fait que nous participions massivement aux élections, c'est la législative. Vous pouvez avoir un proche qui est candidat, un ami qui est candidat, c'est en allant peut-être le soutenir, pas par sa qualité, pas par son statut, pas par ses manières, mais seulement par la proximité. Voilà. En allant le soutenir, vous pensez, pourquoi pas ne pas voter aussi le président de la République et vous votez. Et donc, moi, je pense plutôt que la participation sera pas trop faible, mais elle sera quand même considérable parce que on a eu en 2011 l'UDPS qui a refusé, plutôt en 2006 qui a refusé de participer à l'élection, mais on a quand même eu des élections. Et la position du FCC est un peu ambiguë en quelques secondes. Le FCC n'a pas des électeurs liés au FCC. Le FCC a des cadres, donc je ne vois pas l'incidence que les refus de participer aux élections peuvent avoir sur le nombre d'enrôlés. Joseph Kabila ira-t-il voir Denis Kadima? Joseph Kabila tel que je le connais, je ne pense pas. Alors, vous êtes croyant? Oui, je suis chrétien. Joël Francis Tatou a déclaré qu'en 2023, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Roland Dallot, pasteur Roland Dallot, a dit qu'il y aura un candidat qui sera dans la chaise roulante. Il y aura également un autre qui mourra. Je ne connais pas une seule prophétie dans la Bible que l'on croit avant sa réalisation. Toutes les prophéties auxquelles nous croyons se sont réalisées. Alors moi, je ne peux pas pronostiquer sur une prophétie. La force d'une prophétie, c'est l'accomplissement. Et donc, on attend voir des candidats mourir, on attend voir des candidats dans les choses roulantes pour y croire. Alors, qui sera gagnant aux élections? Je le disais tout au long de l'émission, Félix Tshisekedi part largement favori.
Nous avons fini cette émission, très chers téléspectateurs. Et si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe en régie. Dites également merci à la réalisation de Daniel Kalimi Lokoko, mais aussi la dextérité de toute l'équipe dirigée par Lorraine Mukonkole, Tertien Toumba, ainsi que toute la grande équipe Information télévisée chrétienne ITC Décor également. Merci à notre invité d'être venu. Merci Cédric, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci surtout pour l'honneur. Et on va finir par notre jeu habituel. Devant vous, il y a 2 enveloppes. Vous pouvez en choisir une. La plus proche est souvent une tentation. Je vais essayer de fournir les efforts pour prendre celle-ci. Je dois ouvrir. Vous pouvez ouvrir. Voilà, Maître Passimbayo. Vous le connaissez? Oui, je connais Maître Passimbayo. Est-ce que vous pouvez parler de lui en quelques secondes? Alors, si je dois parler de Maître Passimbayo, c'est quelqu'un que j'ai connu, non en tant qu'avocat, mais en tant qu'acteur politique. Et j'ai toujours admiré la pertinence dans ses interventions. Surtout, il ne parle pas en vain. Quand il parle, il a des arguments. Au-delà de ça, dans sa vie quotidienne, c'est quelqu'un qui vit dans la détermination. Je pense qu'il est où il est grâce à sa détermination et je pense qu'il a un rendez-vous au sommet grâce à sa détermination. Maître Passimbayo, vous avez un rendez-vous au sommet grâce à votre détermination. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous regarder. Merci également à Déborah Kabichi qui a fait partie de cette grande équipe réalisationnelle de cette émission de ce jour. Nous vous retrouvons à la prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, restez branchés sur votre chaîne.